Un an, quand j'avais environ 15 ans, je suis allé à un camp scout au lac Bear, dans l'Idaho. Je ne l'ai pas oublié depuis, et je crois toujours honnêtement que j'ai vu quelque chose de surnaturel. Toute la semaine là-bas, il avait surtout fait beau et chaud. Un jour, le temps est devenu très orageux. La journée a débuté par une légère bruine, avant de tourner en pluie torrentielle la nuit. Cette nuit-là, la troupe du campement a été assignée à la rive sud du lac. Quoi qu'il en soit, je me suis réveillé au milieu de la nuit, il faisait noir comme dans un four et le vent hurlait comme un cœur de tout petit en colère. La raison pour laquelle j'ai dû me réveiller, j'avais une envie folle d'aller aux toilettes. Alors, on a cette règle du copain. Si tu vas quelque part, tu dois emmener ton copain avec toi, surtout la nuit. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le lac de l'ours. Alors je le réveille et je lui dis que j'ai besoin d'y aller. Il me dit d'une voix ensommeillée « Tu es sérieux ?» Quand il m'a vu me tortiller comme un fou, il est sorti de son sac de couchage, a attrapé sa lampe torche et sa veste, puis on a mis nos bottes et on a ouvert la tente. Instantanément, on est trempé. On marche vers les toilettes extérieures quand, à mi-chemin, on entend un rugissement assourdissant. Pensant que c'était un ours, je commence à paniquer. On s'est retourné mais on ne voyait rien sans nos lampes de poche. Soudain, un éclair illumine le ciel et on voit une créature avec une envergure immense. Un long cou, une queue épineuse et sa silhouette visible lorsqu'il a volé au-dessus de nous. Ses ailes en mouvement vers le bas. Quand il passe, l'air du battement d'ailes nous pousse littéralement dans la boue. Terrifiés, nous courons vers la tente et nous nous cachons. J'ai totalement oublié d'aller aux toilettes jusqu'au matin. À ce jour, mon ami et moi parlons encore de ce que nous avons vu et nous sommes tous les deux d'accord pour dire que c'était un dragon. J'adore raconter cette histoire parce que lorsque je commence par dire que j'ai rencontré un loup-garou une fois, les gens sont immédiatement intrigués par l'absurdité de ce que je raconte. Ces deux histoires ont eu lieu à près de 10 ans d'écart et, pour des raisons évidentes, je ne peux garantir qu'elles soient liées. Mais il semble raisonnable d'au moins envisager cette idée. La première histoire se déroule dans la caravane de mon cousin, à quelques maisons de la mienne. Nous vivons dans une ville rurale au pied de la région des Appalaches, donc il y a beaucoup de forêts autour de nous. Nous jouions à cache-cache et tout allait bien, jusqu'à ce que je touche mon cousin et que je le rende chercheur. Il détestait chercher, alors au lieu de jouer, il a décidé de s'asseoir et d'abandonner. Sur son perron. Il était environ minuit, peut-être un peu plus tôt, donc naturellement il faisait nuit noire, parfait pour effrayer quelqu'un. L'ami de mon cousin, mon frère et moi avons commencé à élaborer un plan pour nous venger de mon cousin parce qu'il était mauvais perdant, et voici ce que nous avons imaginé. Nous devions l'attirer au bord de la forêt, et mon frère devait lui sauter dessus pour lui faire peur. Un plan très simple pour deux gamins de 13 ans, alors on s'est lancé. On a réussi à le convaincre qu'il y avait quelque chose qui faisait du bruit dans les bois, alors il est venu avec nous pour enquêter. En marchant vers le bord de la forêt, on a entendu quelque chose marcher avec nous à l'intérieur. J'ai regardé l'ami de mon cousin et on souriait tous les deux, sachant que c'était mon frère derrière ces arbres. Puis, sorti de nulle part, mon frère surgit du côté de la caravane de mon cousin, en hurlant et en rugissant, nous plongeant tous dans une panique effrayée. Il nous a bien eus. Tellement bien, en fait, qu'on a complètement oublié le bruit venant de la forêt qui ne pouvait plus être attribué à mon frère. Alors que nous étions tous en train de rire de la frayeur, nous avons entendu un bruit terrifiant venant des profondeurs derrière nous. C'était un cri fort qui ressemblait à un homme appelant à l'aide, puis le ton a lentement changé et, à ce jour, je jure qu'il disait « à l'aide ». Après 5 secondes de cri, cela s'est changé en le rugissement le plus guttural que j'ai jamais entendu. C'était glaçant. Nous avons couru à l'intérieur et mon cousin a ouvert ses stores. C'est alors que nous avons remarqué la vue frappante d'une pleine lune. Oui, nous ne savons pas ce qui aurait pu faire ce bruit. Oui, il y a des fermes autour. Ça aurait pu être une vache attaquée par des coyotes ou tout autre incident rural, mais je n'ai jamais rien entendu de pareil avant ou après.
Avançons de 9 ans. Je rentre tard du travail. En conduisant, j'aperçois 2 yeux orange brillants au bord de la route sombre. Je pensais que c'était peut-être un renard ou un chien, mais en m'approchant, j'ai réalisé que ce n'était pas un renard ou un chien ordinaire. C'était un énorme chien noir ressemblant à un loup. L'animal était si grand, même à 4 pattes, qu'il semblait presque aussi gros que ma voiture. Ses pattes arrière, longues et musclées comme celles d'un kangourou, contrastaient avec ses pattes avant, courtes et fines. Il a traversé la route en courant devant ma voiture, puis a sauté la clôture sur la gauche sans aucune difficulté. En rentrant chez moi, j'ai dit à ma famille que j'avais enfin vu le loup-garou responsable du bruit d'il y a des années. Je ne crois pas forcément que ce soit un vrai loup-garou, mais je ne peux pas honnêtement dire que ça n'en est pas un. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que cette histoire pourrait vous plaire. Soyez très attentifs les nuits de pleine lune. J'étais parti camper avec mon ami Josiah dans les montagnes de Pennsylvanie. C'était cette étrange période entre la fin de l'hiver et le début réel du printemps. Les arbres étaient encore sans feuilles, mais la randonnée jusqu'au camping se faisait par une journée d'environ 60 degrés. J'ai acheté une petite carabine car nous voulions faire un peu de tir pendant notre sortie. Nous avons installé le camp vers 15 heures, ce qui laissait largement le temps de tirer. Juste 2 copains avec des fusils au milieu des montagnes. C'était une journée incroyable. La nuit a commencé à tomber, l'air s'est rafraîchi et nous avons fait un feu pour la nuit. En sortant le bourbon, nous avons parlé de tout, de nos projets d'avenir, de nos copines et de combien la société craint. Josiah campait souvent. C'était un gars débrouillard, passionné de nature, mais franchement, ce n'était pas la personne la plus intelligente que j'ai rencontrée. De l'autre côté de la montagne, nous avons entendu des coyotes. C'est fréquent lors du camping en Pennsylvanie. Il faut savoir que les coyotes sont incroyablement bruyants, et on peut les entendre à des kilomètres à la ronde. Ils sont complètement terrifiés par les gens et ne représentent donc absolument aucun danger. Du moins, c'est ce que je croyais. Les coyotes hurlaient de plus en plus près. Très bien, avons-nous pensé, ils utilisaient probablement simplement les sentiers pour se déplacer plus efficacement entre les sommets des montagnes. Ce réconfort logique s'est dissipé au cours de l'heure ou des 2 heures suivantes, alors que les hurlements glaçants se rapprochaient. Josiah a mentionné avec désinvolture que les coyotes étaient les proches, mais lui et moi savions qu'ils nous évitaient activement. Peu de temps après qu'il ait dit cela, les hurlements se sont arrêtés et nous nous sommes retrouvés dans un silence complet. Les crépitements et les lueurs du feu de camp mourant étaient notre seule indication que le temps ne s'était pas figé. C'est alors que les buissons derrière nous ont commencé à bouger. Saisissant ma lampe de poche, j'ai scruté les bois autour de Josiah et moi pour ne voir que la réflexion d'une demi-douzaine de pères-dieux formant un cercle autour de nous. Nous réalisons tous les deux ce qui se passe en même temps. Josiah attrape le fusil, me le tend et en échange, je lui donne la lampe de poche. J'arme lentement une cartouche dans le fusil semi-automatique calibre 22, en réalisant que je n'ai probablement pas assez de puissance de feu pour arrêter tous ces coyotes si la situation devait dégénérer. Josiah et moi restons dos au feu, lui utilisant la lampe pour éclairer chaque coyote au moment où ils cassent une brindille sous leurs pas. Les coyotes, éclairés, aboient puis se cachent derrière un arbre. On dirait que nous chasser est un jeu pour eux, alors que nous restons là à jouer à ce jeu de chat perché à la lampe torche, mais avec un fusil. Je finis par supposer que ces chiens sortent tout juste d'un hiver très rude et qu'ils sont probablement affamés. L'affrontement se prolonge des heures. Aussi vite qu'ils nous ont encerclés, ils ont disparu dans l'obscurité de la forêt pour reprendre leurs appels de chasse sur d'autres montagnes. Cette nuit-là, j'ai dormi avec un fusil. À ce jour, j'ignore toujours pourquoi un animal pourtant inoffensif nous a forcés à lutter pour survivre cette nuit-là. Le lendemain, la situation ne s'est pas améliorée. La Pennsylvanie centrale a des changements de temps étranges. La veille, il faisait 60 degrés Fahrenheit,
Ce matin-là, il y avait environ 8 cm de neige au sol, les températures ayant été en dessous de -10 degrés et de fortes tempêtes de neige arrivaient. Aucun service météorologique que j'avais consulté avant notre aventure n'avait prévu cela. Nous étions prêts pour 0 degré, mais pas pour cette toundra. Les mains rouges, la dextérité perdue, j'avais déjà eu froid, mais c'était la première fois que j'étais si mal préparé que je m'inquiétais. Oublie de préparer le petit déjeuner. Il fallait qu'on parte d'ici avant que la neige ne recommence à tomber. On a démonté les tentes, mis autant de couches que possible en superposant les chemises, fait nos sacs et nettoyé le camp en moins d'1 heure. Nous descendons la montagne, notre trophée de guerre pour laquelle nous nous sommes battus la nuit précédente, mais les sentiers en contrebas sont recouverts de neige fraîche. Nous allions devoir utiliser la carte et la boussole. Nous allions aussi devoir ouvrir la voie à travers un terrain plus difficile si nous voulions rejoindre la voiture. Nous trouvons un arbre abattu, étalons la carte dans la neige qui s'accumule rapidement et essayons de nous orienter. Si vous n'avez jamais eu froid, faim et probablement été déshydraté en essayant d'identifier les sommets des montagnes et leur correspondance sur une carte, alors laissez-moi être le premier à vous dire que c'est une expérience frustrante où chaque décision peut signifier la différence entre la vie et la mort. Nous repérons 3 sommets identifiables. Voyons le ruisseau que nous avons traversé la veille au matin et avons un plan pour parcourir les 8 km le plus rapidement possible en ligne droite. Ce n'était pas un rythme de marche habituel. Nous étions presque en train de courir, à la fois pour garder notre température corporelle et pour accélérer la marche jusqu'à ce que nous puissions apercevoir ma vieille berline et prier pour que le chauffage fonctionne. 4 cm de neige alourdissaient maintenant nos pas. En approchant du ruisseau, nous nous sommes souvenus que le pont que nous avions traversé auparavant se trouvait à 3 miles de détour, une distance que nous n'étions pas prêts à ajouter à nos corps déjà gelés. Il commençait tout juste à geler, mais rapidement. Josiah se dirige vers le nord-ouest le long de la berge pour chercher un moyen de traverser. Je pars au sud-ouest pour faire pareil. Les instructions étaient de ne pas s'éloigner de plus de 200 mètres de l'emplacement central, afin que nous puissions encore nous entendre nous appeler si une solution était trouvée. Josiah a appelé en quelques minutes. Un arbre était tombé au-dessus du ruisseau, offrant environ 1 mètre de dégagement au-dessus des eaux glaciales, et j'ai proposé de traverser en premier. En enfourchant cet arbre, je me glisse au-dessus des eaux qui déferlent sous moi, voyant par erreur mon couteau de poche tomber de ma poche dans ces mêmes eaux. Un léger désagrément dans n'importe quelle autre situation serait ici la perte d'un outil indispensable pour se sortir de ce mauvais pas. Je traverse la rivière, choisissant que le lit du ruisseau soit le lieu de repos du couteau. Josiah traverse après plus maladroit. Son pied s'enfonce dans le ruisseau, mouillant sa chaussette. Le temps pour monter dans la voiture se compte désormais en minutes. Si nous ne réchauffons pas son pied, nous nous asseyons, lui retirons bottes et chaussettes, et le froid de la neige a dû lui sembler comme des couteaux sur la peau. Avec nos doigts engourdis par le froid, difficiles à bouger. Je l'aide à trouver une paire de chaussettes propres dans mon sac, car il portait déjà ses 2 dernières paires. J'emporte toujours beaucoup de chaussettes lors de ces expéditions. Je trouve les chaussettes. Josiah les enfile, a du mal à remettre sa botte, et nous finissons par reprendre notre voyage. Nous parcourons les derniers kilomètres de la nature sauvage avant de rejoindre le SUV. À ce stade, nous courons presque au véhicule. Il y a 5 pouces de neige. Je déverrouille la porte, jette nos sacs à l'arrière et tourne la clé. La voiture vrombit et le bruit du moteur rugissant sur la neige ressemblait à des cris de victoire. Nous l'avions mérité. Nous avons laissé la voiture au point mort, appuyé sur l'accélérateur pour faire monter le moteur à environ 2000 tours, réchauffant l'habitacle pour nous deux. Nous sentions enfin nos doigts et orteils. En rentrant en voiture par-dessus la montagne, nous écoutions les bulletins météo à la radio qui se moquaient de nous en expliquant à quel point cette tempête imprévue était sérieuse et que les districts scolaires de tout le comté fermaient compte déjà pour le lundi suivant. De retour à ma ferme, nous réchauffons du café, préparons des œufs et rions en repensant à nos 2 quasi-morts en 48 heures. Après le petit déjeuner et avoir failli mourir, Josiah rentre chez lui en voiture.
Le camping consiste à se dépasser et à se reconnecter à ce que l'humanité était autrefois, avec quelques commodités en plus. Ce voyage a été plus difficile que prévu, mais il nous a donné confiance en notre capacité à collaborer dans des situations difficiles. Je vis à Wyoming, dans le Michigan, à quelques pas d'un cimetière de la Résurrection. Sur Google Maps, vous verrez qu'il est entouré d'arbres. La rangée d'arbres la plus proche du bois, c'est là où j'ai vu quelque chose à plusieurs reprises. Vous pouvez déterminer vous-même ce que c'est. La première fois que je l'ai rencontré, c'était avec ma sœur. Elle allait traverser le cimetière. Il était tard, j'ai eu l'instinct de l'accompagner, alors je l'ai faite. Nous jouions à Pokémon Go et je n'aimais pas la zone boisée autour, surtout ce grand pin. Cela par un chemin de maintenance mené au crématorium. Terrifiés, nous sommes quand même allés au crématorium pour attraper un Pokéstop et trouver un ronde-doudou. Nous avons dû nous rapprocher au point d'être sur le chemin de maintenance, mais sur la partie pavée agréable. C'est en regardant sur ma droite que j'ai vu la créature, recroquevillée. Elle ressemblait presque à un être humain normal, mais en bien plus terrifiant. Il semblait m'avoir vu aussi, car il s'est levé. Il mesurait au moins 2,10 m. J'ai dit à ma sœur de courir et on est vite rentré, puis j'ai prié dans ma chambre un moment. Ma mère en a vu un aussi. Elle a mentionné l'avoir vu, quelque chose de gris, recroquevillé au sommet du pin. Elle a mentionné avoir vu quelque chose de gris et recroquevillé en haut du pin. Mais quand elle a regardé de nouveau, c'était parti. Nous sommes rentrés tôt ce jour-là. Je me considère comme quelqu'un d'assez sensible, et quand je ferme les yeux parfois dans cette zone, je pense que je peux le voir. Les deux trous béants qui me regardent. Ma mère a décrit la créature, que j'ai reconnue comme celle que j'avais dessinée il y a quelques semaines. J'ai brûlé cette image, mais je l'ai depuis redessinée. Ma dernière rencontre, celle qui m'a empêché de retourner au cimetière, s'est produite en plein jour avec un ami. Il s'appelle Marc. Nous avons erré dans le cimetière pendant des heures jusqu'à ce que mes bras commencent à me faire mal et j'ai décidé que nous devrions rentrer à la maison pour prendre un goûter. En marchant, mon anxiété a augmenté. Je lui ai parlé de cette créature, mais je pensais que nous n'aurions pas à nous inquiéter puisqu'il faisait jour. Alors que nous marchions sur le trottoir, sur le point d'atteindre la lisière des arbres, j'ai vu un écureuil et un chien mort au milieu du trottoir. J'ai levé les yeux et vu le rôdeur courir vers la lisière des arbres. Il était gris et courait à 4 pattes plutôt que sur 2 jambes. J'ai dit à mon ami de courir et il l'a fait. Nous avons tous les deux couru jusqu'à ce que nous atteignions le carrefour. J'apprécierais tout conseil sur ce que c'est, bon sang. J'avais environ 14 ans quand mon père s'est parti en voyage d'affaires pendant quelques semaines, me laissant m'occuper de la ferme tout seul. Il fallait juste nourrir chevaux et poules, rien de difficile. La ferme était très loin de la ville, au bout d'un chemin de terre. Les voisins les plus proches étaient en tas de pâturage et mon père insistait pour ne jamais fermer les portes à clé. La ferme était toujours vraiment inquiétante le matin. Après les premières nuits, j'ai commencé à entendre des tapotements sur les fenêtres tard le soir. Alors j'ai évidemment enfreint les règles de mon père et j'ai commencé à fermer la porte d'entrée et la porte arrière à clé. Les tapotements aux fenêtres sont vite devenus des secousses de poignets. Puis j'ai trouvé des choses étranges autour de la ferme pendant les corvées. Un matin, j'ai trouvé les chevaux entassés dans tout le box de stockage du foin. Le loquet de ce box était très rigide et un peu compliqué, donc il avait clairement été ouvert par une personne, pas par les chevaux. Le pire matin, je suis sorti sur le porche arrière et j'ai trouvé toutes les poules assises en rang le long d'un abri, espacées régulièrement avec le cou brisé. L'une ou deux d'entre elles bougeaient encore un peu. Elles semblaient avoir été exposées, le loquet de la cour des poules avait clairement été ouvert par une personne et laissé ouvert.
Le pire, c'est que lorsque mon père est enfin rentré à la maison, il m'a reproché toute cette étrangeté et ce désastre, et il a agi comme si j'étais idiot d'avoir eu peur. Il a insisté sur le fait que les chevaux avaient ouvert le loquet du foin et que les chiens étaient responsables d'avoir ouvert la cour des poules et de la rangée de poules alignées, le cou brisé. Je pense qu'il vaut la peine de mentionner que notre voisin d'à côté était bien connu pour être complètement fou. Des preuves documentées de folie dont mon père était parfaitement au courant. Il avait posé des pièges à ours dans ses meules de foin pour attraper les enfants qui y jouaient et bloqué l'allée d'un voisin avec de la terre par vengeance, car on lui avait refusé l'accès à leur propriété avec ses chevaux. Donc, je suppose que notre voisin savait que mon père était parti parce que son véhicule n'était pas là, qu'il pouvait entendre ma musique à fond au loin à travers les pâturages, et qu'il s'est dit que terroriser une collégienne serait un passe-temps amusant pendant quelques semaines. Je devrais commencer par vous parler un peu de moi. Je suis un homme dans la vingtaine, 1,93 m. Je suis vétérinaire, étudiant et je m'entraîne au kickboxing. Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, et les gens peuvent me considérer comme un gars intimidant. Mon université est située au sommet d'une colline à l'extérieur de la ville. Depuis la fenêtre de ma chambre au 7e étage, je peux voir d'immenses champs de blé et la forêt toute proche. J'ai eu ma première rencontre l'an dernier. J'ai un berger allemand qui s'appelle Hadès et un chiot husky qui s'appelle Ragnar. Ce jour-là, j'ai quitté la fac assez tard. Il faisait déjà nuit dehors. D'habitude, ça ne me dérange pas de les sortir la nuit, car je peux les laisser courir sans laisse. Ils sont dressés et je sais qu'ils obéiront. Je sais aussi que tout le monde les connaissait et que personne ne leur ferait de mal dehors. Ils ont des colliers qui s'illuminent puisque Hadès est entièrement noir et Ragnar est entièrement blanc, ce qui le rend difficile à voir en hiver même si je pouvais les voir tout le temps. Nous avons marché un moment, ils jouaient et couraient partout, et à un moment donné, Hadès s'est arrêté et a commencé à grogner, en regardant dans les champs de blé en bas de la colline. Je n'y ai pas pensé. Il y avait des chauves-souris, des hiboux et d'autres bestioles autour de nous. Je les ai mis en laisse, ne voulant pas avoir à leur courir après s'ils décidaient de poursuivre quelque chose. Après une demi-heure de marche sans interruption, j'en ai eu assez et j'ai décidé de ramener Hadès à la maison et de ressortir pour que Ragnar puisse courir un peu plus. Je suis rentré et je pensais qu'il irait dans sa cage. Il aimait y dormir et je ne la ferme jamais à clé. Mais cette nuit-là, tout ce qu'il a fait, c'est rester debout à la fenêtre à regarder dehors. Comme le chiot gémissait et voulait sortir, j'ai tenté d'enfermer Hadès dans la cage jusqu'à mon retour. Qui sait, peut-être qu'il essayait de sortir par la fenêtre. J'ai aperçu une silhouette sombre tourner autour des voitures sur le parking. Pensant que c'était peut-être un gars du coin qui essayait de voler quelque chose, j'ai attrapé ma lampe torche et je l'ai braquée sur lui. Ce n'était pas un voleur. En fait, je ne dirais même pas que c'était humain. Il a levé les yeux reflétant la lumière de la lampe de poche. C'était noir. Sa tête rappelait celle d'Hadès. Il était à 4 pattes, mais quand j'ai braqué la lumière, il s'est redressé. Le toit de la voiture atteignait à peine son milieu. Il a grogné comme l'avaient déjà entendu de nombreux locataires. Hadès est devenu fou et a tenté de sortir de la cage. Ragnar gémissait de plus en plus fort. J'ai compris qu'il ne voulait pas sortir. Il essayait de s'éloigner le plus possible de la fenêtre. Le grognement m'a surpris et j'ai fait tomber la lampe torche par la fenêtre. J'ai essayé de le revoir, mais il faisait trop sombre. J'ai entendu la neige craquer quand il est parti. Le lendemain matin, je suis allé chercher ma lampe de poche et j'ai trouvé d'énormes empreintes de pas ressemblant à celles d'un chien dans la neige, ainsi qu'une odeur nauséabonde qui persistait encore. Depuis, j'ai emprunté des jumelles infrarouges à un ami chasseur et je l'ai vu 4 fois dans la forêt, 2 fois traverser le champ et une fois il s'est approché de la colline pour regarder vers le haut. Mon colocataire et moi faisons des tours de garde la nuit quand Hadès commence à grogner. Je ne sors plus les chiens la nuit et Ragnar ne joue plus ni ne court partout. Il reste simplement collé contre mes pieds. J'espère qu'il va finir par s'en remettre. Je mène des explorations minières en Alaska.
Je suis souvent transporté en hélicoptère vers des régions isolées de cet état déjà reculé. Il y a quelques années, mon partenaire de terrain et moi sommes tombés sur ce qui semblait être une carcasse de caribou tuée par un ours, mais en nous approchant, quelque chose nous a paru étrange. La seule chose qui restait, c'était 2 colonnes vertébrales et une tête. La tête était disposée de façon à ce que la bouche soit grande ouverte, tournée vers le ciel comme si elle criait vers les cieux. Les yeux avaient été arrachés. Très étrange. On découvrait aussi de vieux bâtiments remplis de squelettes de chiens ou des vêtements d'enfants étonnamment neufs dispersés partout. Je vivais dans le Montana, sur un terrain que possède mon père, et je faisais une randonnée en montagne comme je le fais souvent. J'ai entendu un cri étrange provenant de l'autre côté de la montagne, loin de chez moi et plus dans la forêt. Ce n'était pas un puma, le cri était trop grave et trop long, et il a duré environ 10 secondes. Je suis assez sûr que ce n'était pas un ours non plus. Ça ressemblait un peu à un humain, presque déformé, comme si quelqu'un était possédé par quelque chose, un peu comme ce qu'on entendrait dans un film d'horreur. Arrivé au sommet, j'ai sorti mes jumelles et regardé vers la source du cri. C'est là que je l'ai vu. Une créature étrange, à l'apparence humanoïde, aussi blanche que du papier et sans aucun poil, vêtements ou organe génital d'ailleurs. Et ses bras dépassaient en est son corps. Il avait d'énormes yeux noirs qui couvraient la majeure partie de son visage et il marchait. Mais dès que je l'ai vu, il s'est arrêté et m'a fixé. Je l'ai observé attentivement. Je ne sais même pas combien de temps, pensant qu'il me regardait droit dans l'âme. J'ai dû détourner les yeux car il pleurait, à force de ne pas cligner. Quand j'ai regardé de nouveau après m'être essuyé les yeux, il avait disparu. Je ne pouvais plus le voir, ce qui m'a fait penser que c'était une hallucination étrange ou quelque chose comme ça. J'ai décidé de foutre le camp de cet endroit et je suis rentré en courant chez moi. Le plus effrayant, c'est que 5 minutes après être rentré chez moi, j'entends à nouveau le cri. C'était plus proche et ça m'a bourdonné les oreilles. Maintenant que j'y pense, je me souviens que j'entendais mon père crier après moi chaque fois que j'avais besoin d'aide là-haut, à chaque fois que j'y étais. Je suis presque sûr que c'était à l'endroit où je me tenais quand je l'ai vu, pour la première fois. Mon père l'a entendu aussi, donc ce n'était pas juste une hallucination, et mon voisin parlait des cris 1 semaine après que c'est arrivé. J'ai cherché autant que possible, mais je n'ai trouvé qu'une description. Je ne l'ai plus jamais revu, ni mon père. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai emménagé chez ma mère en Arizona. Ça ne m'est pas arrivé à moi, mais mon petit ami et son cousin. Ils avaient 17 ans et roulaient un an sur une route très sombre dans le sud-ouest de l'Arizona. C'est une longue portion de route, bien connue, pour ne pas avoir d'éclairage public, et elle était entourée par les champs des agriculteurs locaux. Il y avait un immense canal qui longeait le côté de la route. Il y avait aussi une toute petite ville qui reliait le côté ouest des rues au côté sud, et elle s'appelait Santa Maria. Mon mari et moi, qui sommes tous les deux nés et avons grandi en Arizona, avons grandi près de cette région. Nous avions entendu toutes les histoires folles et les événements étranges, mais pour nous ce n'était que des histoires, rien de plus. Surtout parce que nous empruntions cette rue presque tous les jours et certainement tous les week-ends, toujours avec notre famille quand nous étions enfants, puis plus tard adolescents à la recherche d'un endroit pour faire la fête. Ou peut-être compter là-dessus. Donc cela étant dit, je veux juste dire que je ne cautionne pas la consommation d'alcool chez les mineurs. Nous étions jeunes et stupides, mais maintenant je suis maman. Ce soir-là, mon petit ami et son cousin étaient allants sobres. Ils venaient de quitter le côté sud et rentraient maintenant à la maison. Ils étaient sur la 67e avenue et Lower Buckeye, allant vers l'ouest jusqu'à la 75e et Thomas Road, quand la voiture devant eux a fait une embardée folle. Et il n'y avait pas beaucoup de circulation, mais il y avait une voiture devant eux et une autre derrière. Quand la voiture devant eux a soudain tourné à droite. Voici ce qu'ils ont décrit. Une femme en robe blanche et voile sans visage flottait vers eux. La cousine a crié de la percuter. Mon petit ami a accéléré, a brusquement viré à droite, manquant de peu de les envoyer dans le canal.
Aucun d'eux n'a regardé derrière dans les rétroviseurs, et ils ont roulé à toute vitesse jusqu'à la maison sans dire un mot. À leur arrivée dans l'allée, sa cousine a sauté du camion, a couru à l'intérieur et l'a laissé derrière avec la portière passager ouverte, avant même qu'il ait mis le camion au point mort. Mon petit ami a aussi couru à l'intérieur, effrayé par ce qu'il avait vu. Trop effrayé, il n'osait ni vérifier la benne du camion, ni fermer la portière. Pour mieux comprendre où nous vivons, il y a eu des témoignages de personnes ayant vu la Llorona, ce qui est apparemment ce qu'ils pensent avoir vu. Gardez à l'esprit que je suis marié à cet homme depuis plus de 20 ans. C'est un homme droit, et il n'a partagé cette histoire avec moi qu'à quelques occasions. Chaque fois, je lui demande curieusement ce que je pense qu'il a vu, et il me regarde en silence et dit « Pendant qu'elle flottait, parce que je n'ai pas vu ses pieds, ce qui me fait dire qu'elle n'était probablement pas humaine. Je veux juste que tu saches que ces gars-là ne sont pas du tout des lâches, mais quelque chose sur cette route leur a foutu une sacrée trouille. » J'avais une ferme de pension et de dressage de chevaux, avec environ 45 acres entourés de bois. Je passais souvent la nuit là-bas, parce que je devais commencer les corvées tôt le matin, donc si je restais debout trop tard, ça ne valait pas le coup de rentrer chez moi. Une nuit vers minuit, mon chien s'est mis à hérisser les poils et à grogner devant la porte du bureau où je dormais. Puis mon iPod, que je gardais sur une enceinte au milieu de l'écurie, s'est mis à jouer Ring of Fire de Johnny Cash à plein volume, alors que je ne l'avais certainement pas laissé allumer. Laissez-moi vous dire que cette chanson est sacrément flippante en pleine nuit. Du genre à vous faire mouiller votre pantalon, flippante. Mon chien grognait et aboyait carrément à la porte, alors je l'ai entr'ouverte pour le laisser sortir, en me disant que si quelqu'un était dans ou autour de la grange, il s'en occuperait. Toute personne présente à cette heure-là aurait forcément été en train de pénétrer illégalement. Après quelques minutes, je suis sorti du bureau dans l'allée de la grange avec la batte pour éteindre la musique flippante. La lumière que je laissais allumer était éteinte, rendant la grange presque totalement sombre. Mon chien fixait la porte de la grange que je laissais ouverte en été pour garder les chevaux, au frais, les poils hérissés. Mais il ne quittait pas la grange alors qu'il en avait le droit. J'ai trouvé ça très flippant, mais au final, je me suis dit que c'était juste une de ces choses. Tu sais, c'est bizarre et je ne peux pas l'expliquer, mais il doit forcément y avoir une explication rationnelle que je ne connais tout simplement pas. Mais le vrai côté effrayant, c'est que ma propriété partageait un portail privé à l'arrière avec la propriété la plus proche de la mienne, qui avait aussi un portail à l'arrière. La plupart de ma propriété était clôturée à cause des chevaux. Et la propriété voisine de la mienne faisait des dizaines d'acres clôturés avec un grillage, ce qui, si vous connaissez un peu les clôtures rurales, ne se fait pas. Quoi qu'il en soit, nous avons découvert plus tard que le propriétaire de la propriété voisine était Todd. Collap, le tueur en série de Caroline du Sud. Il avait une femme enchaînée comme un chien sur sa propriété, que lui et ses amis maltraitaient et promenaient en laisse autour de la propriété. Il avait aussi certains des restes des personnes qu'il avait enterrées sur sa propriété. Il faisait tout ça pendant que je vivais à côté de chez lui. En fait, j'avais l'habitude de me promener sur sa propriété, mais je faisais toujours demi-tour si j'entendais des machines. Avec le recul, il enterrait probablement des choses, ou alors j'avais la chair de poule, comme si quelque chose me disait de faire demi-tour et de rentrer chez moi. J'étais probablement l'une des rares personnes, voire la seule à part ses amis, à aller sur sa propriété pendant que tout cela se passait. Cette histoire m'a été racontée par le père d'un ami d'enfance. Mon ami et moi nous connaissions depuis pas mal de temps. Il vivait principalement en ville. Cette ville compte 8 000 habitants, littéralement en plein centre de l'Illinois. À la sortie de la ville, sur une route de campagne, il y a les vestiges d'une petite ferme porcine et d'un abattoir, aujourd'hui délabré, sur des terres où sa famille chassait depuis les années 80, depuis notre année de 4e. Il m'annonce qu'il va déménager à la campagne, dans un nouveau quartier résidentiel en construction, avec des maisons haut de gamme, car son père a été promu à la centrale électrique locale.
C'était à 1 mile de la ferme et de l'abattoir. Je passais beaucoup plus de temps chez lui que d'habitude, car c'était génial et beaucoup d'argent y avait été investi. On explorait les bois le jour, vers 1998-1999, puis on passait les nuits à écouter de la musique et traîner sur les groupes Yahoo. Un jour, en se promenant dans les bois, on a découvert un grand étang. Il y a une petite île au milieu. Mon ami pâlit et me dit qu'on doit partir tout de suite. Nous filons d'ici sans m'attendre et je le suis. Je n'arrête pas de demander ce qui se passe, mais il ne veut pas me le dire. Nous retournons chez ses parents et nous nous asseyons dans la cuisine en entrant par le garage. Il voit samer son visage et lui demande ce qui ne va pas. Il dit à son père qu'il a trouvé l'étang. Son père semble malade. Je redemande ce qui se passe. Son père est un gars plutôt strict. Depuis que je le connais, je ne lui ai jamais trouvé d'humour. Je n'appréciais un whisky cher que lorsqu'il en avait envie. Il décide que c'est l'un de ses moments maintenant. Après avoir pris son verre et bu quelques gorgées, il nous fait promettre de ne pas nous approcher de là-bas et nous raconte cette histoire. Plus jeune, son père l'a emmené, lui et son frère chasser là-bas. Cet incident s'est produit à ses 19 ans, alors qu'il était déjà expérimenté. Ils sont sortis tôt et ont décidé de s'installer près de cet étang. Journée tranquille, seulement quelques cerfs qui ne valaient vraiment pas la peine. Commençant à envisager un nouvel endroit, ils ont entendu un bruissement de l'autre côté de l'étang en face d'eux. C'était un loup, mais il n'y en a pas ici, pas dans notre région du moins, et aucun n'est capable de marcher jusqu'à l'étang, de le regarder comme s'il enquêtait, puis de se lever sur ses pattes arrière, de marcher dans l'eau, de nager jusqu'au milieu, puis de marcher jusqu'à l'île sur 2 jambes. Et laisse rester là debout avant de s'allonger et de sembler s'endormir. Ils ont décidé d'attendre pour s'assurer qu'il dormait, puis se sont éloignés lentement, retournant au camion aussi vite que possible, décidant de ne plus jamais chasser là-bas. Encore une fois, cela m'a été raconté il y a pas mal de temps, mais ça m'est toujours resté en tête. Le père de mon ami n'a jamais plaisanté et semblait manquer d'humour. J'ai passé un été à faire des travaux de conservation en plein milieu de nulle part. Je faisais partie d'une équipe qui passait 2 semaines à camper dans des endroits isolés pour faire des travaux manuels là où les machines ne pouvaient pas aller. Nous construisions un nouveau sentier de randonnée et de vélo. Dans la partie arrière d'une zone sauvage désignée, dans un désert d'altitude. Cela veut dire que la civilisation la plus proche était à 2 heures de route. Dans une ville de 41 personnes, dans une région de sol sablonneux où les traces restent pour toujours. C'était au milieu de notre séjour, au début de la nuit, quand tout le monde était déjà couché sauf moi qui étais resté éveillé pour lire. Il devait être environ 11h30, quand il faisait encore nuit noire dehors, les nuages avaient caché les étoiles. Ma lampe frontale était probablement la seule lumière dans un rayon de 60 km. Soudain, j'entends des pas qui tournent autour de notre camp et se dirigent vers les tentes, alors que j'étais dans la tente commune. Le bruit m'a immédiatement mis sur les nerfs. J'ai senti les poils de mes bras se hérisser et mon adrénaline monter en flèche. Je me souviens m'être dit que 2 choses étaient très inquiétantes. La personne n'utilisait pas de lumière pour voir et les pas ne venaient pas vers moi depuis les tentes. Au contraire, c'était l'inverse. En 4 secondes, le temps de laisser tomber mon livre, de me lever et de tourner le coin de la tente pour éclairer les tentes où l'on dormait, le bruit s'était arrêté, mais j'ai vu des traces dans la terre devant moi. On aurait dit qu'elles venaient d'un mental et d'un coin du camp, avaient regardé dans ma tente, traversé celle où l'on dormait, puis étaient reparties. Je ne sais pas si je faisais trop de bruit en marchant, mais le reste de mon équipe a fini par se réveiller et m'a demandé ce qui se passait depuis l'intérieur de leur tente. Après mes explications, ils se sont levés pour voir les traces de bottes. Elles étaient minces, c'est presque des copies parfaites de mes propres bottes, à une petite différence près. J'avais un caillou coincé dans la semelle qui cassait la symétrie.
Je portais des bottes de travail assez courantes, sauf que je faisais aussi du 50 double large en pointure américaine, donc il n'y avait aucune chance que ce soit l'un des autres membres de l'équipe. Je ne pense pas que l'un d'entre nous ait beaucoup dormi cette nuit-là, on n'a plus rien vu ni entendu après cette nuit. Une pluie légère a effacé les traces quelques jours plus tard, mais je me souviens qu'aucun de nous n'était prêt à marcher sur les empreintes elles-mêmes, et qu'on préférait enjamber les petites fissures du trottoir. Moi, mon oncle et mon grand-père sommes tous des passionnés de plein air. Nous avons tout entendu, y compris les cris des lynx en rut qui ressemblent à ceux d'une femme. Honnêtement, ça m'a fichu une sacrée trouille la première fois que je l'ai entendu. J'avais environ 10 ans et franchement, ça explique probablement beaucoup de rencontres que les gens prétendent avoir dans les bois. Quant à mon oncle, rien ne l'impressionne jamais. Et c'est l'homme le plus terre-à-terre et pragmatique que je connaisse. Il a eu de nombreuses rencontres rapprochées avec des ours noirs, des lynx et même un couguar. Il partage toujours ses histoires avec les plus jeunes autour du feu de camp. Une fois, il m'a raconté, ainsi qu'à mon grand-père, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, quelque chose qui lui a glacé le sang, et qui lui a fait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir. Sur la forêt. Maintenant, cela se passe au cœur des montagnes Appalaches, à l'ouest de Boone, mais je ne connais pas l'endroit exact, car il ne l'a jamais révélé. Lui et son ami Brian faisaient de la randonnée avec sac à dos, comme il l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Il avait un groupe plus large qui faisait ce genre de choses chaque année, mais cette fois, il n'était train que deux. Maintenant, ce sentier sur lequel il se trouve se situe à des kilomètres de toute route ou habitation, et ce n'était pas un sentier fréquenté par d'autres randonneurs. C'est de la nature sauvage à l'état pur. Quelques jours après le début de la randonnée, ils ont campé près d'un ruisseau, préparé le dîner, puis se sont couchés dans leur tente. Plus tard, mon oncle a été réveillé par quelque chose dehors du camp. Il a écouté attentivement, sans inquiétude. Peut-être qu'ils avaient laissé de la nourriture dehors et qu'un ours ou un raton laveur était venu grignoter. Il remarqua alors que ce qui se trouvait à l'extérieur de la tente était gros, vraiment très gros, et il pouvait sentir l'impact de ses pas frappant le sol. À ce moment-là, il avait saisi son Magnum 44 et l'avait posé sur sa poitrine, juste au cas où. Bien sûr, il n'était toujours pas alarmé, car il avait déjà eu de nombreuses rencontres rapprochées avec des ours auparavant. Et c'est à ce moment-là qu'il s'en rendit compte. Au beau milieu de la nuit, il n'y avait aucun bruit, et la forêt était étrangement silencieuse. Il pouvait entendre les pas individuels, et il n'y en avait que deux. Quoi que ce soit à l'extérieur de sa tente, cela ne marchait pas sur 4 pattes, mais sur 2. À ce moment-là, il commence à avoir vraiment peur, car les pas se rapprochent de plus en plus de la tente. Il pouvait maintenant entendre la respiration lourde et rauque de la créature, presque comme un grognement à chaque pas. Son arme était alors dirigée vers le bruit. Il ignorait la taille de la créature, mais voyait qu'elle était aussi grande qu'un homme de 150 kilos traversant son camp. Ensuite, en taux de Occident, Baranant, il a entendu la créature repartir lentement dans les bois en longeant le cours d'eau, les feuilles prêtes et bruissant légèrement à son passage. Et puis le retour du silence. Le lendemain, il crut avoir rêvé jusqu'à ce que Brian arrive en courant lui demander s'il avait entendu ce qui rôdait près du camp cette nuit. Ils ont aussitôt cherché des traces, sans rien trouver. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Plus tard, ils sont repartis randonner dans la même région, mais pas au même endroit. Assis autour du feu de camp, ils ont entendu une meute de coyotes hurler, chose courante dans cette région de l'État. Ils écoutaient la symphonie quand, soudainement, un bruit assourdissant retentit et résonna dans toute la vallée. Il l'a décrit comme si un homme très grand et musclé de 200 livres frappait un arbre de toutes ses forces avec une batte de baseball. La forêt est immédiatement devenue silencieuse et aucun hurlement ni jappement de coyote n'a été entendu pour le reste de la nuit. Mon oncle était très sérieux en me racontant cette histoire et ce n'est pas le genre de moment où il inventerait pour paraître cool. C'est vraiment contre sa nature et j'ai cru chaque mot qu'il a dit. Mon grand-père n'a donné presque aucune explication sur ce que cela pouvait être.
Quant à moi, ça ressemble beaucoup aux autres histoires de Bigfoot que j'ai lues en ligne, surtout à cause des coups frappés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'aimerais entendre vos idées. Je suis un chasseur passionné dans une petite ville rurale du Missouri. Ma famille en chasse sur des terres publiques et nous chassons sur le même pont depuis plusieurs générations. La terre appartenait autrefois à une grande scierie qui utilisait des mules pour traîner les arbres jusqu'à l'usine. Dans la ville voisine, nous avons trouvé toutes sortes de choses étranges. Des crampons de chemin de fer au milieu des bois, des fers à cheval incrustés sur le côté des arbres, là où ils les avaient accrochés à une branche. L'une des choses les plus folles que j'ai trouvées dans les bois, c'est l'endroit où une charrette était tombée du flanc d'une crête, entraînant les mules avec elle. La chute fait environ 60 mètres, donc ils ont tout laissé là-bas. J'ai passé devant cette chose des centaines de fois en randonnée, et depuis notre poste de chasse, tout le bois était pourri, mais les supports métalliques et les roues étaient toujours là, recouverts et repris par la nature. Un jour, en marchant dans les bois, j'arrive à mon endroit, qui se trouve probablement à environ 1 kilomètre de là, où je suis assis depuis quelques heures. Quand j'entends ce qui ressemble à des gens qui crient en bas de la crête, suivi d'un cri fort et d'un énorme bruit de fracas. Alors j'ai pris mon équipement et j'ai commencé à partir. Quand j'arrive à l'endroit où se trouvaient tant les débris de la charrette, il y avait une couronne de fleurs posée dessus. Mais je n'ai jamais vu personne là-bas à part les membres de ma famille, et personne ne sait qui aurait pu la mettre là. Nous avons parlé de cette nuit-là au camp, et nous ne pouvions que supposer que si quelqu'un était décédé dans cette charrette, c'était peut-être un arrière-petit-enfant ou quelque chose comme ça, et que ce jour-là était l'anniversaire de cet événement. Cependant, cela n'explique pas le bruit que j'ai entendu. Je chasse toujours au même endroit, mais je n'ai plus jamais rien entendu ni vu depuis. J'étais dans le sud-est de l'Alaska pendant environ 15 jours il y a quelques étés. Nous venions tout juste de finir le dîner, de laver nos casseroles et poêles, puis nous étions allés dans nos tentes respectives, installées dans les arbres le long du rivage où nous nous étions arrêtés pour la nuit. L'endroit choisi pour camper n'était pas idéal. On disait que la marée monterait assez haut cette nuit-là et qu'il ne nous resterait que quelques mètres avant que l'eau ne vienne lécher les rabadeaux de nos tentes. Mais cela nous importait peu, car il avait plu et le vent était incroyable ce jour-là, donc le kayak n'était pas amusant et nous devions nous arrêter. Environ 45 minutes après que nous nous soyons dit bonne nuit, j'ai entendu des éclaboussures dans la zone de marée, probablement à une vingtaine de pieds off-nant de ma tente. Je n'y ai pas prêté attention car cela était déjà arrivé plusieurs fois. En Alaska, nous nous étions arrêtés sur des plages où la marée montait près de nos tentes. J'ai tenté d'ignorer, même si je paniquais intérieurement. Notre emplacement de campement était loin d'être idéal si vous vouliez vous échapper au milieu de la nuit. Nous étions au pied d'une colline relativement raide, couverte d'aulnes et rendue glissante par la pluie. À une vingtaine de mètres à gauche de notre campement, un éperon rocheux de 6 mètres de haut avançait dans l'eau, trop raide pour être escaladé. Par exemple, un grizzly, et il y en avait beaucoup en été. Rien que ce jour-là, nous en avions vu 4 ou 5 patrouiller sur les plages. Ils voulaient voir ce qui se passait plus loin sur la plage et s'approchaient de nous par la droite, ce qui bloquait pratiquement toute possibilité de mouvement, un peu comme remettre le bouchon sur une bouteille de vin. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où aller. Après 15 minutes d'éclaboussure, j'ai tenté de rationaliser pour m'endormir. Mais c'est à ce moment-là que je commence à entendre autre chose que des éclaboussures. Ce gargouillement incroyablement aigu perce le calme relatif de la nuit. On aurait dit que 2 chats s'étaient battus, mais à chaque fois qu'ils poussaient un cri, l'autre chat enfonçait la tête de l'un sous l'eau. Cela a duré bien 25 minutes. Après que ça se soit calmé, j'ai entendu « c'est bizarre », un venant de l'autre tente. Évidemment, il essayait de minimiser l'incident. Moi, terrifié, je réponds juste « ouais, je vais dormir ». 15 minutes passent sans un bruit, mais ensuite le même gargouillement perce la nuit, cette fois beaucoup plus près. Les bruits sont plus profonds cette fois, plus gutturaux.
On dirait un vieil homme qui se bat avec un chat, et chaque fois que l'un d'eux pousse un cri, on dirait qu'ils sont forcés sous l'eau. Les éclaboussures s'intensifient, et on dirait que ça vient juste devant ma tente. Je pense que la peur de ce qui se passait m'a finalement vidé de toute mon énergie, parce qu'au bout du compte, je me suis endormi. Je me souviens juste que je n'ai pas bougé d'un muscle, et que je suis resté immobile si longtemps que tous mes muscles me faisaient mal au bout d'un moment, et j'ai senti mon cœur battre dans ma gorge toute la nuit. Nous avons déjeuné, démonté les tentes et repris la route. Je ne l'ai jamais réentendu. Quelques semaines après, j'ai cherché sur Internet et je pense que ce n'était que des loutres de mer se battant dans la zone intertidale, mais c'était vraiment effrayant. J'étais chez ma petite amie pour le week-end, ce qui est généralement du vendredi au dimanche, et en mikvo ansan. Soit ce n'est pas si inhabituel. Nous venons de commencer l'université. Elle vit toujours avec ses parents et ses 2 petits frères. Il était environ 4h50 du matin, et c'est là que les choses étranges ont commencé. Vous voyez, tout le monde dans la maison dormait, sauf nous. Nous adorons rester éveillés tard pour jouer à des jeux vidéo ou regarder des films. Nous venions justement de finir de regarder un film, en fait, et nous nous préparions à aller dormir. Je me changeais pour mettre un short et un t-shirt pour dormir, et ma petite amie est allée à la cuisine nous chercher un verre d'eau à chacun, car sa chambre peut devenir très chaude et étouffante pendant l'été. Après m'être changé, je me détendais sur le pouf de sa chambre, attendant son retour. À ce stade, il est important de comprendre la disposition de base de l'endroit où elle vit, sinon la suite pourrait être un peu confuse. Donc sa maison se trouve à environ 8 minutes en dehors des limites de la ville, et elle a une longue allée qui part de la route, monte une colline et mène à sa maison. Sa maison est entourée d'arbres et d'une forêt assez dense, et ses voisins les plus proches sont à plusieurs minutes de là. Au bout de son allée, il y a un détecteur de mouvement qui, lorsqu'il est activé par un mouvement, émet 3 bips forts à l'intérieur de sa maison. Son père est un militaire de haut rang, donc il prend vraiment des précautions et des mesures de sécurité pour assurer la sécurité de sa famille. Et comme je l'ai dit auparavant, elle était seule dans la cuisine vers 4h du matin, pendant que j'étais encore dans sa chambre. Sa cuisine se trouve au bout du couloir et il faut traverser le salon depuis sa chambre, donc elle devrait revenir dans 1 minute ou 2. Elle prenait au moins 3 fois plus de temps que d'habitude, et juste avant que je n'aille dans la cuisine pour voir comment elle allait, elle est apparue au coin du couloir avec un air inquiet sur le visage. Elle peut être facilement effrayée, donc je n'ai pas été alarmé au début. Elle m'a tendu l'eau puis a commencé à m'expliquer rapidement pourquoi elle avait mis autant de temps. Elle avait à peu près dit qu'elle était dans la cuisine, à l'évier, en train de remplir l'eau quand elle a entendu un gémissement venant de l'extérieur, près des 2 fenêtres à côté de l'évier. Pensant à l'un de ses 2 chiens, elle est allée vérifier au garage comment ils allaient. Ils étaient recroquevillés dans leur niche, endormis, réveillés quand elle a ouvert la porte et allumé la lumière pour les voir. Elle m'a dit qu'à ce moment-là, elle se sentait confuse et un peu mal à l'aise. De retour dans la cuisine, elle a de nouveau entendu cet aboiement profond et étrange venant de l'extérieur des fenêtres. Il était 4h du matin. Donc il faisait presque complètement noir dehors, surtout que les arbres denses autour de leur maison bloquaient une grande partie de la lumière de la lune. Elle m'a dit qu'elle ne voyait rien et s'est dépêchée de revenir dans la chambre pour me le dire. J'étais un peu sceptique au début, car je pensais que ce n'était bleu que les chiens et que ma copine était vraiment fatiguée et qu'elle délirait. Alors j'ai accepté de la suivre jusqu'à la cuisine. Au début, je n'ai rien entendu pendant bien 2 minutes et j'ai décidé d'essayer de recréer ce qu'elle avait fait. J'entre, j'ouvre le robinet, j'attends. 2 minutes plus tard, j'entends à nouveau le même gémissement étrange près de la fenêtre. On aurait dit un animal blessé. J'ai dû rallumer les lumières du garage, ce qui éclairait un peu la zone à l'extérieur de la fenêtre, mais je n'ai vu aucune trace d'animaux ni quoi que ce soit. Elle a éteint la lumière, puis nous avons entendu le gémissement s'éloigner, presque comme si la créature avait fui en haut de la colline, près de la cuisine et vers la forêt.
C'est à ce moment-là que nous avons compris que la créature avait peur ou était sensible à la lumière, alors nous avons quitté la cuisine et sommes retournés dans sa chambre. À ce moment-là, j'étais très effrayé et je voulais m'assurer que quoi que ce soit avait été effrayé définitivement. Alors nous retournons dans la cuisine, et après quelques minutes, tous les deux armés de couteaux de bonne taille que ma petite amie garde dans sa chambre pour se protéger. 5 minutes passant dans la cuisine, et c'est silencieux. Mais ensuite, les gémissements recommencent, et un bruit étrange, triste, un aboiement, comme si quelque chose imitait un animal blessé, se trouvait peut-être à 3 mètres des fenêtres de la cuisine. À ce moment, je réalise quelque chose. Une créature n'imiterait le cri d'un animal blessé que pour nous attirer dehors et nous nuire. Je commence à m'énerver un peu contre elle, et je me mets à lui crier de partir, puis tout devient silencieux. J'entends alors un mouvement dehors près de la fenêtre, suivi d'un bruit étrange, comme si quelque chose longeait le mur sous la fenêtre. Ensuite, quoi que ce soit, ça pousse un bruit surnaturel, presque comme un gémissement mêlé à un grognement. Ma copine et moi, on s'est regardés et on a quitté la cuisine sans un mot. On s'est caché dans sa chambre et endormi vers 5 ou 6 heures du matin. On en avait parlé, on avait écouté plein de bruits d'animaux et aucun ne ressemblait de près ou de loin à ce dernier bruit surnaturel. Je ne serais même pas capable d'imiter ce son avec précision. C'était tellement étrange et obsédant et je peux encore l'entendre dans ma tête. Nous avons fait des recherches le lendemain et trouvé quelques possibilités connues. Peut-être un Wendigo ou un Skinwalker. Ne sais pas, peut-être même autre chose. Le matin, nous avons vu qu'il n'y avait ni sang ni trace, donc aucun animal blessé. Sur la colline, à 3 mètres de la fenêtre de la cuisine, nous avons vu 2 grosses empreintes et de l'herbe aplatie montant vers le haut. Nous avons décidé d'en parler à l'un des frères de ma petite amie pour qu'il puisse nous aider à tester quelque chose. Nous avons demandé à une personne d'aller près de l'évier et à l'autre de marcher près des fenêtres en faisant du bruit pour tenter de localiser où la créature s'était tenue. Nous avons déterminé qu'à un moment, elle était à moins d'1,50 m des fenêtres, puis qu'ensuite, elle s'était enfuie en montant la colline, ce que confirmait l'herbe piétinée et les traces vers le sommet. Plus haut sur la colline, il y a un chemin qui bifurque et une autre partie du chemin est assez abandonnée et envahie par la végétation. Personne n'a marché là depuis au moins 2 ans, et j'ai suivi le chemin jusqu'au bout, puis j'ai continué un peu plus loin en cherchant des traces. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Une fougère d'1 mètre de haut et des ronces presque complètement aplaties, et quelques brindilles cassées, nettes en 2, comme si quelque chose d'assez grand était passé par là en vitesse, et cela semblait très récent. Nous avons alors décidé d'en parler aux parents de ma copine, et son père semblait particulièrement intéressé. Il nous a dit que les panneaux de bois de la station de pompage avaient été arrachés ces derniers jours. Il a ensuite emmené l'un des chiens dans les bois, et nous supposons qu'il a vérifié s'il y avait des indices. Il est revenu et, 2 jours après, a installé une caméra près de la fenêtre de la cuisine, là où on avait entendu les bruits. Et encore une fois, c'est un militaire de haut rang, et il croit à 100% qu'il s'est passé quelque chose cette nuit-là. Si quelqu'un a des idées ou des suggestions, je serai preneur. J'ai travaillé dans un chenil en montagne. Au cœur de l'hiver, il faisait nuit dès 17 heures. Je serais dans le bureau en train de finir de la paperasse. À ce moment-là, tout le monde serait déjà parti et ce bâtiment en particulier était un peu éloigné du bâtiment principal et du parking. Tous les chiens dormaient. À cette heure-ci, après une journée bien remplie, on aurait pu entendre une mouche voler. Parfois, j'entendais clairement des pas lents. À tel point que je me levais, sortais vers l'entrée principale, prêt à expliquer que nous étions fermés, mais il n'y avait jamais personne. Ça me faisait vraiment flipper. Quelquefois, j'allais même vérifier les chiens au cas où ça viendrait des chenils. Mais ils dormaient tous profondément. Avant de commencer cette histoire, j'aimerais préciser que je ne viens pas d'Amérique, ce qui est étonnamment contraire à ce que les gens pensent souvent. Je viens des Pays-Bas et à cause de la mentalité avec laquelle j'ai grandi,
Je n'aurais jamais osé imaginer l'existence de créatures surnaturelles ici. J'ai toujours été indécis sur ce genre de choses. Je ne sais pas quelles histoires relèvent de la légende, de la superstition ou de la vérité. La mentalité néerlandaise avec laquelle j'ai grandi, c'est qu'il n'y a rien de plus dans le monde que ce que nous connaissons déjà. Du moins, pas pour le divin, le paranormal ou le surnaturel. Du moins, c'est ce que je pensais au départ. Mais comme c'est souvent le cas, le monde a tendance à nous révéler ses vérités d'une manière ou d'une autre. Je suis né à Hollande, dans le Midwest du pays, mais j'ai déménagé à Brabant, dans le sud central, à un jeune âge. Il n'y a rien d'extraordinaire chez moi, mais je suis heureux de dire qu'il y a une grande forêt à seulement quelques kilomètres au sud de là où j'habite. J'y allais souvent et j'y vais encore pour de longues promenades relaxantes. Je sortais parfois des sentiers battus et faisais des promenades nocturnes l'été. Tout cela illégalement, puisque chez nous, il y a des lois strictes qui interdisent de prendre, de camper, de sortir des sentiers ou d'être dans la forêt la nuit. Je restais volontairement dans la forêt après le coucher du soleil, risquant en secret une amende. Je mettais souvent des habits sombres pour aller en forêt, pour que les agents de service et les rôdeurs nocturnes ne puissent pas me repérer. Je ne sais pas pourquoi je suis accro à ces randonnées en forêt, surtout celles de nuit. Depuis ma première sortie hors des sentiers battus à l'été 2017, j'ai toujours ressenti un appel de la nature, que je reste sur le sentier ou non. Même l'heure de la journée n'avait pas d'importance. Je devenais énergique et enthousiaste à ce sujet. Je dirais même que j'avais envie de chasser parfois en voyant un cerf ou un lapin près de moi. Malheureusement, je n'ai ni permis ni arme, donc je suis presque sûr que je n'attraperai rien. Quoi qu'il en soit, il y a quelques mois, au début de l'automne, je suis parti pour une nouvelle randonnée nocturne en forêt. J'ai pris ma lampe de poche car il faisait sombre dehors à cause du mauvais temps. Comme toujours, j'y suis allé avec mon vélo tout-terrain que j'ai attaché à un poteau avant de m'enfoncer dans l'obscurité entre les arbres. J'ai vu les dernières personnes retourner à leur voiture et à leur maison pendant que je marchais dans la direction opposée. Il faisait complètement sombre lorsque j'ai atteint le milieu de la forêt. Tu peux m'appeler hippie, ça ne me dérange pas. Franchement, je l'aurais fait moi-même si j'avais lu une histoire similaire. Avant d'en venir à la rencontre proprement dite, je dois dire que j'ai déjà vécu quelque chose de similaire dans les bois en janvier 2017. Je suis allé dans la forêt pendant la journée, puisque la première neige de l'hiver était tombée pendant la nuit, et je voulais aller prendre des photos du magnifique paysage enneigé, même si je suis resté un peu trop longtemps. Il faisait déjà nuit, et je devais retourner à mon vélo et sortir de la forêt. C'est en me dépêchant de revenir que j'ai entendu un grand craquement venant des buissons, comme si quelque chose de gros, comme un cerf, courait le long des arbres. Le bruit était d'abord lointain, mais il s'est vite rapproché, jusqu'à ce que je voie effectivement un cerf surgir de la neige, traversant les profondeurs de la forêt pour passer sur le chemin où je me trouvais. Mais juste derrière lui courait quelque chose de différent, une énorme créature ressemblant à un loup, clairement plus grande qu'un loup ordinaire. Celle-ci faisait au moins 1 mètre de haut au garrot. Elle semblait un peu plus robuste qu'un loup gris classique, avec une fourrure sombre et hirsute. En regardant son visage, je pouvais voir ses dents. Ses pattes étaient bien plus grandes que celles d'un loup normal. En 2017, les loups venaient tout juste de revenir aux Pays-Bas, errant surtout à la frontière allemande, puis s'installant dans notre plus grand parc national à plus de 100 km de chez moi. De plus, aucun loup n'avait encore été aperçu dans cette région, donc il m'était pratiquement impossible de croire qu'il s'agissait simplement d'un loup ordinaire, rien qu'en voyant sa taille impressionnante. J'aurais pris une photo si seulement j'avais pu. Tout s'est passé si vite, j'ai vu le cerf et le loup traverser le sentier en 5 secondes tout au plus, avant de disparaître dans l'obscurité. Toujours émerveillé et un peu troublé à l'idée qu'un énorme canidé rôdait dans les bois, je suis allé voir s'il avait laissé des traces. C'était le cas, mais à chaque galop, il devait soulever beaucoup de terre dans l'air, car il n'y avait pas d'empreintes de pattes, seulement des traces de griffes, puis des zones de terre arrachées. Même si ces marques en terre sont aussi grandes que ma main doigts écartée,
Effrayé et encore en train de réaliser que je venais de voir un loup gigantesque chasser sa proie, je me suis précipité vers mon vélo aussi vite que possible, je l'ai déverrouillé, j'ai sauté dessus et je suis parti avant qu'il ne change d'avis et ne fasse de moi son repas à la place. C'est alors que j'ai entendu un hurlement sinistre et profond venant des bois, comme un hurlement de loup mais d'une certaine façon plus grave. Et encore plus inquiétant. Bien sûr, je n'ai parlé à personne de ce que j'avais vu, surtout que je n'avais pas assez de preuves pour appuyer mon récit. Je n'avais pas peur de retourner dans les bois la nuit, car je savais que les loups craignent généralement les humains. Et quand j'y suis retourné, au moment de ma deuxième rencontre, j'avais presque oublié la bête qui considère la forêt comme sa maison. L'été 2019, je suis revenu pour une promenade nocturne après quelques randonnées le jour. Je n'ai pas pris mon appareil photo cette fois, je voulais juste me promener sous la pleine lune. Après environ une demi-heure de marche au cœur de la forêt et m'être assis sur un banc en bois, j'ai entendu le faible bêlement d'un mouton à environ 300 mètres. Je me suis levé et j'ai commencé à aller dans la direction du bruit, principalement parce que le bêlement semblait plutôt angoissé, comme si le mouton paniquait ou essayait de fuir quelque chose. J'étais déjà surpris de pouvoir l'entendre d'aussi loin, mais ce qui m'a encore plus surpris, c'est que je pouvais aussi sentir une odeur métallique. C'était comme une odeur de cuivre très forte, et c'est là que j'ai compris que ça devait être l'odeur du sang. Le vent soufflait dans ma direction, mais malgré tout, je ne savais pas que j'étais capable de ça. Le troupeau se trouvait sur une lande à environ 300 mètres de l'endroit où j'étais assis. En marchant vers l'enclos, j'ai mis du temps à voir les moutons car ils étaient cachés par les arbres et buissons. Quand je suis arrivé à l'enclos, quelque chose d'inattendu m'a choqué. Non seulement les animaux erraient frénétiquement en essayant de s'échapper, mais il y avait aussi 2 moutons égorgés, allongés là dans une mare de sang, la gorge déchirée par de puissantes mâchoires. Et de féroces griffes, à en juger par l'aspect des profondes entailles dans la peau et des marques de morsures sur leur cou. Il y avait un enchevêtrement d'énormes empreintes de pattes de loup autour des cadavres des moutons et autour de leur enclos de fortune. Il semblait que le tueur était méticuleux dans le choix de sa proie avant d'entrer pour passer à l'action. Une fois les victimes choisies, les résultats commençaient à y rendre clair à voir. Cette bête monstrueuse oubliait la prudence, comme elle l'avait fait avec les entrailles du mouton. Pour la plupart, c'était un spectacle horrible, mais je trouvais cela plus curieux qu'autre chose. La première chose que j'ai ressentie, c'était de la frustration, qu'une chose rôdait dans les bois près de chez moi. J'ai suivi les traces en espérant trouver ce qui les avait faites avant, que quoi que ce soit me trouve. En m'enfonçant dans la forêt, le feuillage se densifiait et devenait plus difficile à traverser. C'était vraiment aussi sombre. Réagissant rapidement, j'ai allumé ma lampe de poche et je l'ai dirigée autour des ombres projetées par la lumière de la lune, créant des formes et des silhouettes étranges. Soudain, j'ai entendu des pas étouffés autour de moi. Une branche a craqué derrière moi et j'ai aussitôt braqué ma lumière vers le bruit. Des yeux jaunes foncés à 1,20 m du sol ont croisé mon regard depuis l'ombre. Dès que la bête est sortie de l'ombre et que je me suis retrouvé face à face avec elle, je me suis figé. C'était, d'après quelques regards rapides, le même animal que j'avais vu il y a 2 ans et demi. Il avait la même carrure, la même fourrure sombre et hirsute. L'animal semblait me fixer prudemment, son regard dur et froid, mais il ne paraissait pas agressif. À cause du sang sur son museau, je pouvais dire que ça devait être la bête qui avait tué ses moutons, et maintenant j'avais vraiment peur, j'étais sur le qui-vive et prudent. Ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de chance face à un loup comme celui-ci, avec ses énormes dents et griffes, mais mon instinct me disait de me battre plutôt que de fuir si nécessaire. Après tout, si je m'enfuyais, je me trahirais complètement, comme une proie pour l'animal s'il avait encore faim. En plus, ces bois étaient à moi, et la bête était une intruse, et il était hors de question que je laisse un intrus pénétrer chez moi. La bête me regardait toujours, et pendant qu'elle le faisait, elle se dressa sur ses pattes arrière. Heureusement, aucun signe d'agressivité n'était visible.
Pourtant, j'ai adopté une posture défensive, élargissant mes épaules pour paraître plus imposant. La créature s'est approchée, elle se tenait maintenant à environ 5 mètres, et j'ai senti les poils de ma nuque se hérisser lorsqu'elle s'est penchée légèrement en avant, reniflant l'air. Elle a ensuite dressé ses oreilles, les a fait bouger, comme si elle reconsidérait l'idée de s'en prendre à moi. Et malgré l'attitude distante que j'ai choisi d'adopter et la façon dont je peux agir dans ma vie quotidienne, je n'arrive même pas à la cheville de l'intimidation et de la carrure de cette chose, de sa taille, surtout quand on la compare à quel point je suis minuscule. Je me suis recroquevillé à l'intérieur. Le loup a reculé, reniflé l'air et observé autour de lui. J'ai fait un tout petit pas en avant, essayant de l'effrayer, alors que j'essayais à nouveau d'avoir l'air aussi défensif et territorial que je me sentais à ce moment-là. J'ai décidé de tenter ma chance. C'était le moment ou jamais. J'ai pris une grande inspiration et crié d'une voix intimidante « Sors d'ici !» en néerlandais évidemment. La bête semblait surprise, voire effrayée, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je parle ou me défende autant. Elle a alors poussé un grognement, puis elle s'est mise à 4 pattes et a disparu dans le feuillage. Quand je n'ai plus pu la voir ni l'entendre, j'ai poussé un tel soupir de soulagement que j'avais encore peur. Cette chose pouvait m'entendre, et pire encore, elle pouvait revenir. Mes pieds étaient engourdis, alors que l'adrénaline quittait mon corps, et je tremblais lorsque l'air froid commença enfin à me mordre. Un hurlement fort et lointain résonna derrière moi, et alors qu'il traversait la nuit, la peur grandissait en moi. Il hurla de nouveau, et je commençai à retourner vers mon vélo, trottinant rapidement pendant ce qui me sembla des heures, vérifiant sans cesse chaque bruit que j'entendais, gardant les yeux grands ouverts comme un cerf effrayé et ne manquant jamais de regarder autour de moi au cas où le monstre aurait d'autres intentions. Après être revenu à mon vélo, je l'ai rapidement déverrouillé et je suis rentré chez moi à toute vitesse, battant sûrement le record du monde de la vitesse la plus rapide à vélo, et une fois arrivé, j'ai réalisé que j'avais très probablement regardé la mort en face. Un nouveau frisson glacé me parcourut le dos. Pour me détendre, j'ai pris un verre et je me suis assis sur le canapé. Et alors que je m'asseyais, un verre à la main en fixant la cheminée, les questions ont commencé à m'assaillir. Pourquoi ne m'a-t-il pas attaqué ? Pourquoi est-il parti ? Plus étrange encore, comment quelque chose d'aussi grand peut-il exister ? De plus, cela n'a pas été mentionné dans les actualités locales. Comment se fait-il que personne ne l'ait filmé ? Et, si c'est le cas, ont-ils été réduits au silence par les médias ? Ont-ils été ridiculisés, moqués, ostracisés ? Je me posais beaucoup de questions sans pouvoir y répondre. De plus, était-ce vraiment ce que je pensais ? La créature était-elle un loup géant qu'on croyait disparu depuis la préhistoire ? Il devait y avoir une explication logique. Le temps a passé, des semaines au mois, sans que je parle de ma rencontre à personne. Depuis dans Konso, des mutilations de bétail et des traces d'animaux étranges et grands ont été signalées. Les gens disent que c'est un ours ou une meute de loups affamés. Mais ces histoires ne reviennent que la nuit après une pleine lune, disent-ils. Il y a même eu plusieurs signalements de massacres de moutons dans le sud et l'est du pays, qui ont été confirmés comme ayant été commis par un loup. Je suis revenu dans ces bois, mais uniquement de jour. Mais même là, je me sentais mal à l'aise, comme observé et pas le bienvenu. Mes 2 rencontres m'ont poussé à me plonger dans les contes et légendes néerlandais et européens sur les loups koumgarous. Et pour résumer ce que j'ai découvert, on dit que les loups gris européens étaient les plus audacieux et agressifs du monde. Tout ce que je peux dire avec certitude, c'est que, peu importe à quel point cela semble incroyable, il faut toujours accorder un peu de confiance aux vieilles histoires qu'on vous raconte, car il se peut que vous soyez confronté à quelque chose tout droit sorti d'un conte fantastique, et que votre survie, votre vie, ne dépendent alors plus que du destin. Et si jamais vous vous retrouvez aux Pays-Bas, surtout dans les bois sous une lumière de 4 minutes, il vaut mieux espérer que ce que vous entendez hurler au loin est bien plus éloigné que vous ne le pensez, car nul ne sait ce qui pourrait arriver si vous veniez à vous croiser. Bonne chance et passez une bonne nuit.
J'ai rencontré le tueur du sentier dans le nord de la Californie à la fin des années 70 lors d'une randonnée avec un ami. Je suis tombé sur lui sur un affleurement rocheux du mont Tam. Il dégageait une ambiance très dérangeante, et nous ne sommes pas restés. La rencontre à route a été brève. Nous avons essayé d'échanger quelques politesses, comme on le fait lorsqu'on croise quelqu'un à un bon endroit pour se reposer. Mais c'était étrange et toute la situation semblait bizarre. Alors mon pote et moi avons choisi de continuer à marcher, et c'est ce que nous avons fait. On a juste eu une mauvaise impression de ce type. Mais c'était assez étrange pour que ça nous marque tous les deux. C'était jusqu'à quelques années plus tard, quand sa photo est apparue dans le journal. Si j'avais été avec ma petite amie, on n'en serait peut-être pas sorti vivant. Qui sait ? J'avais environ 13 ans. J'étais en camp d'église, qui avait une falaise à proximité. Mes 2 camarades de tente et moi nous sommes faufilés dehors la nuit pour observer les étoiles. La vue était magnifique. Nous venions de la ville, donc être en pleine forêt était excitant, car on ne voyait pas autant d'étoiles chez nous. Nous avons marché jusqu'à la falaise et sommes restés silencieux quelques minutes. Je vois une lumière sur la montagne de l'autre côté de la vallée. J'ai pensé que c'était une voiture car elle avançait sur le côté comme sur une route, mais ensuite elle a descendu la montagne tout droit, ce qui est impossible pour une voiture sans route. La lumière a commencé à accélérer et se diriger droit vers nous. Elle est arrivée au pied de l'immense montagne en 2 ou 3 minutes. Elle devait aller à au moins 110 km à l'heure. Nous sommes tous restés sur place sans dire un mot. Quand elle est arrivée dans la vallée, elle est allée encore plus vite et venait toujours droit sur nous. Nous avons vu qu'elle n'avait toujours qu'une seule lumière énorme au lieu de 2 comme une voiture, et elle était gigantesque. Je ne pense pas qu'une moto tout-terrain aurait pu avoir une lumière aussi grande, même dans le noir. La lune était si lumineuse qu'on n'avait pas besoin de phare. On a finalement couru quand il a traversé les 3/4 de la vallée. C'était étrangement terrifiant. Quand la lumière est apparue, un lourd sentiment d'horreur nous a saisis, dont nous n'avons parlé qu'une fois. Une amie a trouvé ça tellement effrayant qu'elle nous a poussés pour passer devant nous pendant que nous courions en haut de la colline sur le chemin du camp. Le matin, nous en avons parlé aux adultes, qui ne nous ont pas crus. L'un d'eux a raconté qu'un homme étrange rôdait dans les environs et que la lumière servait d'avertissement pour retourner au camp. Je suppose qu'être à 1 mile de distance dans le noir à 13 ans, c'est plutôt dangereux. Je ne crois pas aux fantômes ni aux esprits, et ça aurait très bien pu être une motocross ou quelque chose comme ça, mais je n'ai plus ressenti une telle terreur depuis. Au collège, je travaillais à l'école pendant l'été, je faisais de la peinture générale et j'aidais les gars de la maintenance. Nous avons dû aller au milieu de la forêt floridienne pour récupérer du bois de pin destiné au nouveau gradin du gymnase. À 7 heures du matin, en arrivant à la scierie, toute la zone était bouclée par la police. Ils avaient beau trouver des bidons d'essence et des flacons de pilules dans une des plantations, des signes révélateurs de jeunes qui consommaient des substances, mais apparemment les flics étaient là parce qu'ils avaient trouvé des restes humains. J'étais assez jeune et je ne me souviens de rien en dehors de mon point de vue d'enfant, mais je me rappelle avoir vu des traînées sombres de sang remontant le tronc de plusieurs pins. J'ai appris depuis, par les gosses avec qui j'étais à l'époque, qu'un adolescent avait perdu la vie à cause d'un ours après l'avoir attaqué, et que le sang venait soit de l'ours blessé grimpant à un arbre, soit de la victime traînée en haut avec lui. Mais je suis sûr que tu es d'accord avec moi pour dire que les ours ne font pas ça. Et je n'arrive pas à imaginer un ours blessé grimper plusieurs pins d'affilée en saignant autant. Techniquement, j'ai vu quelque chose de flippant en travaillant dans une zone isolée. Recherche les victimes du moulin de Lakeland pour le trouver. L'histoire du décès de l'enfant était dans le journal local. Donc, je vis dans une ville de taille moyenne, avec un mélange de zones urbaines et de coins un peu reculés. Un arrêt de bus que je prends souvent illustre bien ce mélange. Il y a des bâtiments à proximité, tout en ayant aussi des accès vers les bois environnants.
Un matin, j'attendais le bus quand je me suis rendu compte qu'il était en retard ce jour-là. J'ai été agacé et j'ai décidé, puisque je m'ennuyais, d'aller dans ce petit sentier qui était à proximité. Pas jusqu'au bout, juste assez pour être isolé par les arbres. Après un moment sur mon téléphone, j'ai entendu le bus s'arrêter à l'arrêt un peu plus loin. Je suis retourné à l'arrêt, donc j'y suis arrivé, et j'ai eu une réaction de lutte ou de fuite très intense, presque comme si une arme à feu avait été tirée. Je me retourne et vois cette créature accroupie sortir de l'endroit isolé où j'étais. Il faisait nuit noire, ses bras faisaient à peu près la moitié de la taille de son corps, sa tête ressemblait à une gomme neuve, et la partie la plus terrifiante était sa taille. Il avait la taille d'un téléphone ou d'un lampadaire. Il me dominait, ainsi que tout ce qui l'entourait. Ses mains étaient en grandes, ses doigts épais, et faisaient presque la moitié de la taille de mon bras. Je ne savais pas si je devais courir car cette chose pouvait m'attraper rapidement. Il a mis un moment à grimper sur le passage et à me regarder. Le bus est arrivé et a ouvert ses portes. J'ai regardé le bus, la créature avait disparu. J'ai regardé le chauffeur de bus et son visage était normal. J'ai supposé qu'il n'avait en fait rien vu. Je suis monté dans le bus et j'ai pleuré en silence pendant quelques minutes. Je ne sais pas si c'est lié ou juste mon cerveau, mais j'ai rêvé cette nuit-là, où la même chose s'est produite, sauf que le bus n'est jamais venu, ce qui m'a brisé. Mon ami l'a appelé l'homme de la ligne, mais je me fiche de lui donner un nom. Je suis revenu à l'arrêt de bus les semaines suivantes. Et chaque fois que je le fais, je vérifie toujours s'il est là. Et c'est arrivé de nouveau. Un jour, en revenant de l'église face à la montagne, j'ai ressenti la même réaction de lutte ou de fuite et suis resté immobile. Et puis j'ai regardé à ma gauche, là où reposait la main géante de la créature. Elle m'a vu et s'est avancée vers moi hors des broussailles. Mais j'ai couru, et je l'ai vue se lever, et elle était facilement aussi grande que l'église. J'ai fait le tour et suis parti en voiture. J'ai alors réfléchi à ce qui me serait arrivé si je n'avais pas couru. L'autre histoire date d'hier soir. J'essayais de dormir, mais je me réveillais sans cesse parce que mon cœur battait intensément, me donnant une montée d'adrénaline. En plus, j'ai entendu des vibrations sourdes et des branches craquer derrière ma propriété. En me levant et regardant par la fenêtre, j'ai vu quelque chose qui m'a empêché de dormir. Sur la voiture de mon colocataire, il y avait une empreinte de main boueuse et mouillée, plus grande que mon torse. Ce matin-là, je me suis levé, suis allé à l'arrêt de bus et ai vu deux choses qui m'ont marqué depuis. J'ai vu une empreinte géante, grande comme la moitié de mon corps. J'ai aussi vu ma voisine en train de se lamenter parce que la tempête avait arraché un de ses arbres du sol. Je ne crois pas que c'était la tempête. Ce n'est pas de la fiction, et en fait, je ne sais vraiment pas quoi faire. Une fois, je faisais une randonnée dans un parc privé avec un ami, à environ un demi-mile du sentier et à 5 miles du début du sentier. C'est là que nous avons trouvé un chemisier de femme, un jean déchiré de la fermeture éclair à l'entrejambe et une paire de sous-vêtements. Tout avait l'air vraiment sale, comme si ça avait été là depuis très longtemps. Ça m'a vraiment fait flipper, surtout parce que ce n'était pas le genre de vêtements qu'on porterait pour une randonnée de quelques kilomètres. Nous l'avons signalé au poste de garde forestier qui a dit qu'il irait voir, mais je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait. Quand je suis rentré chez moi, j'ai cherché s'il y avait eu des crimes dans la région ces dernières années, mais je n'ai rien trouvé. Depuis, je ne retourne dans ces bois qu'en groupe. Qui sait ? Il pourrait y avoir un secret encore plus sombre. Un secret plus sombre pourrait encore rôder dans ces bois, attendant d'être découvert. Je pilote des hélicoptères au-dessus des lignes électriques dans des régions isolées. Une fois, j'ai cru voir une jambe humaine dépasser des bois dans une toute petite clairière entre les arbres. Ça m'a tellement secoué que j'y suis retourné avec quelques membres de l'équipe au sol pour aller vérifier pendant que je restais en vol stationnaire aussi bas que possible sans toucher les arbres avec les rotors. Quand on est arrivé, il m'a dit qu'il ne voyait pas exactement ce que c'était.
Zoran est reparti pour aller chercher des jumelles pour qu'il puisse regarder de plus près. Bon, finalement, c'était une vache. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas de peau, pas du tout. Une vache parfaite, mais sans aucune peau. Aucun animal ne l'avait mangée, elle était donc intacte. Il n'y avait aucune ferme dans un rayon de 50 km, et je n'ai toujours aucune idée de comment elle a pu se retrouver là, dans cet état. Je me souviens encore de ce sentiment de « mince, c'est un corps » que j'ai ressenti quand j'y repense. À cette histoire. Je travaillais autrefois pour une entreprise informatique dans l'industrie du jeu vidéo, dont les bureaux étaient au milieu de nulle part, entourés de fermes et de forêts. Un jour, un membre de l'équipe de développement est rentré d'une promenade en forêt, visiblement bouleversée. Elle avait trouvé un renard mort. Ce qui inquiétait, c'est qu'elle a dit qu'il était suspendu à un arbre, comme s'il y avait été placé exprès. Plus tard, certains d'entre nous sont descendus voir. Nous sommes tombés sur une petite clairière, où un renard mort était suspendu là. En y regardant de plus près, nous avons constaté qu'il était pendu par le cou, une incision allant des testicules à la gorge, et tous ses organes retirés. Ça nous a vraiment donné la nausée. Nous l'avons retiré de la branche et jeté dans les buissons, loin du sentier. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée du pourquoi ou du comment il était dans cet état. J'avais 22 ans quand c'est arrivé, il y a 2 ans. Je m'appelle Grisha. Depuis 5 ou 6 ans, seuls 2 amis sont restés à mes côtés dans les bons et mauvais moments. Nous vivons à 5 minutes les uns des autres, dans une région rurale du sud-ouest de l'Ohio, dans les collines de la vallée de la rivière Ohio. Mes amis s'appellent Garrett et Oscar, et mon frère, qui fait partie de notre groupe d'amis, s'appelle Chris. Garrett et Oscar sont en fait voisins. Ils vivent de tous les deux sur des terrains de bonne taille qu'ils ne possèdent pas réellement. Il y a de nombreuses des rondes terres agricoles, une forêt dense et, derrière la maison de Garrett, quelques étangs où nous pêchions autrefois. Sa maison était assez petite et pas en très bon état, et Oscar vivait dans une maison en briques de taille moyenne. Nous allions généralement chez Oscar pour traîner pendant l'été, puisque ses parents étaient toujours au camp, et chez Garrett ou chez moi pendant les autres saisons. C'est pertinent, surtout pour planter le décor. Comme je l'ai dit, cela s'est passé il y a environ 2 ans. Maintenant, une chose que vous devez savoir sur nous, c'est que nous sommes des passionnés d'armes à feu. Alors, quand l'un de mes potes m'a appelé pour me dire qu'il avait acheté un nouveau fusil, je savais qu'on allait aller tirer avant la fin de la journée. J'ai pris mes propres armes à feu, Chris a fait pareil, on a sauté dans la Jeep et on est allé chez Oscar. Il était encore tôt, environ 3 heures de l'après-midi, et moins de 5 minutes après notre arrivée, une Chevrolet Impala noire est entrée dans l'allée, annonçant l'arrivée de Garrett. Il avait aussi pris son fusil et son pistolet. Nous avons tiré pendant quelques heures, en visant des cibles en bois qu'Oscar avait fabriquées dans son jardin, et nous avions consommé une bonne partie de nos munitions. J'ai voulu boire quelque chose, alors j'ai pris la Jeep et conduit 10 minutes jusqu'à la station-service la plus proche. Après être arrivé à la station-service et avoir pris quelques canettes du nectar des dieux, c'est-à-dire du Monster bien sûr, je suis retourné chez mon ami. Quand je suis revenu, j'ai vu les 3 debout près de la porte sur le côté de la maison. Oscar semblait très mal à l'aise. Nous avons sauté du Jeep, nous sommes approchés et lui avons demandé ce qui se passait. « On a entendu des trucs bizarres dans les bois il y a quelques minutes », m'a dit Garrett. Je lui ai demandé de quoi il parlait et ce qu'il voulait dire par « trucs bizarres ». Ils ont commencé à expliquer qu'ils avaient entendu une sorte de forte vocalisation qui ressemblait à un mélange entre les jappements d'un coyote et un hurlement. Aucun de nous ne savait ce que c'était, alors nous avons décidé de l'oublier. Nous sommes rentrés et avons joué à des jeux, puis, ennuyé après quelques heures, j'ai traîné sur Fourchamp sur mon téléphone en perdant la notion du temps. Il commençait à se faire tard. Garrett était sorti fumer une cigarette. Oscar était aux toilettes et la petite amie de Chris était venue le chercher. Le chien d'Oscar a soudain aboyé, ce qui m'a surpris. J'ai entendu Garrett rentrer précipitamment et je lui ai demandé ce qui se passait, s'il y avait un problème.
Sors et vérifie par toi-même, m'a-t-il dit. Je suis sorti, curieux de savoir pourquoi les chiens aboyaient, et dès que j'ai ouvert la porte, l'odeur m'a frappé. C'était la pire odeur de ma vie. Imaginez l'odeur d'un chien mouillé, d'un cerf en décomposition au soleil et d'une décharge. Combiné. C'est la meilleure façon dont je peux le décrire. Dégoûté par l'odeur, je suis rentré et j'ai dit à Gareth que je comprends pourquoi il est entré aussi vite. Les chiens aboyaient et ils semblaient devenir de plus en plus agressifs. Quand Oscar était finalement sorti de la salle de bain, se demandant ce qu'il se passait, Gareth a expliqué l'odeur et Oscar semblait plus curieux qu'autre chose. Il était aussi en colère, pensant que quelqu'un était en train de s'introduire chez eux. Il a saisi ses armes à feu et est sorti pour jeter un coup d'œil autour de lui. Il nous a dit de rester à l'intérieur jusqu'à son retour. N'y pensant pas trop, nous avons accepté et j'ai commencé à naviguer sur Fourchamp. J'ai sursauté en entendant le cri d'un chien suivi de 5 tirs rapides. Quelques minutes plus tard, Oscar a fait irruption par la porte, nous a ordonné de prendre nos propres armes à feu et a dit qu'il y avait un grand type en tenue de camouflage qui venait de tuer un de ses chiens. Nous avons pris nos armes à feu et l'avons suivi dehors, en restant proches de tout le temps. Dans le jardin, nous avons trouvé un de ses chiens. La gorge était déchirée. Ce n'était pas non plus un petit chien, c'était un grand caniche croisé d'une certaine sorte. L'un des vraiment gros tout près nous avons vu l'autre chien recroquevillé dans sa niche, les vaches dans le pré de l'autre côté de la route meuglaient comme si elles étaient à la fois effrayées et agitées. Et j'ai demandé à Oscar d'expliquer ce qui se passait. Et il m'a dit que de l'autre côté de la grange, là où il avait entendu le chien gémir, il avait contourné le coin et vu une silhouette qui ressemblait à un grand type en tenue de camouflage courir vers les bois. Il a tiré sur lui, espérant toucher sa jambe et le neutraliser, mais il savait qu'il ne l'avait pas touché. La même odeur qu'il avait décrite plus tôt flottait dans l'air, mais elle était faible. Gareth et Oscar avaient des lampes sur leur fusil, moi sur mon pistolet. J'ai rangé mon fusil, sorti mon pistolet et nous avons fouillé la zone séparément. Je ne m'attendais pas à trouver quoi que ce soit. Je voyais Gareth se diriger vers l'autre bord de la propriété et Oscar avancer vers le pâturage des vaches. Je suis retourné vers la grange et en commençant à entrer, j'ai allumé une cigarette quand j'ai senti des gouttes de pluie me tomber dessus. Je suis entré dans la grange pour fumer et, moins d'1 minute après, j'ai entendu un autre coup de feu, venant du côté où Gareth était parti. J'ai commencé à aller dans cette direction et j'ai vu Oscar s'y diriger aussi. Pendant que nous avancions, Gareth a tiré 3 autres coups de feu. « Sur quoi tires-tu » ai-je demandé. « J'ai vu le gars, mais... » La voix d'Oscar était tremblante et basse. Ça ne ressemblait pas à un gars. Gareth prit une grande inspiration et continua à expliquer. Ça ressemblait à un gros chien ou à un loup. Je voyais clairement son museau, ses oreilles et l'ai aperçu debout derrière des buissons. Mais il était sur ses pattes arrière. Il s'est arrêté, a sorti une cigarette comptant les mains tremblantes, mais il a quand même réussi à l'allumer. Je pense qu'il devait mesurer environ 1,80 m, a-t-il continué. De quoi tu parles ? Tu sais bien qu'il n'y a pas de loup ici et que les coyotes ne sont pas aussi grands. Tu crois qu'un coyote aurait eu le cran de venir et d'égorger mon chien ? On doit avoir affaire à un ermite qui porte des peaux et qui est défoncé aux méthamphétamines ou quelque chose comme ça. Mon ami a continué en expliquant qu'il avait estimé la hauteur en prenant comme référence un arbre à proximité qui se trouvait à environ 350 pieds de là. 150 pieds de là. Alors nous sommes tous allés voir de quoi il parlait, puis la pluie a commencé à s'intensifier et le vent devenait aussi plus fort. Le coup de tonnerre nous a tous tendus et, en arrivant à l'érable, la branche servant d'estimation se situait à environ 2,50 m du sol, selon nous. Nous avons décidé de mettre l'autre chien dans le garage et de le garder en sécurité, à l'abri de celui ou de ce qui nous embêtait. Le chien n'était dans un petit chenil, mais si vous vivez en zone rurale, vous savez que les drogués trouvent toujours un moyen de s'introduire là où ils ne devraient pas. Nous sommes rentrés, avons enfermé le chien et sommes restés là. On devrait partir, on peut juste dormir chez Grisha jusqu'au matin, a dit Gareth. Je lui ai rappelé que Chris et sa copine étaient là, et son visage s'est tout de suite transformé en une expression de dégoût.
On détestait tous la copine de Chris parce qu'elle était vraiment agaçante et aucun de nous ne voulait avoir affaire à elle. Nous avons unanimement décidé de rester armés et de faire des tours de garde. Il était après minuit, je me suis proposé pour le premier tour jusqu'à 2 heures, pendant que les 2 autres s'endormaient. Je suis resté là à regarder par la fenêtre et je me suis ennuyé une fois que l'adrénaline est retombée. J'ai fouillé dans mon sac à dos et j'ai sorti un cigare Gourka finement fabriqué, puis je suis sorti sur la terrasse arrière, je l'ai allumé et j'ai commencé à me détendre. Je suis resté là 10 minutes quand les vaches ont commencé à faire plus de bruit et que l'autre chien a aboyé agressivement dans le garage. Redevenu nerveux, j'ai posé mon cigare, décroché mon fusil et l'ai tenu prêt à tirer, sécurité retirée. Je suis resté près de la lumière du porche, mais assez loin dans le champ pour voir du mouvement à la lisière des arbres. Je ne pouvais pas voir ce que c'était, mais dans une trouée entre les arbres et les broussailles, j'ai aperçu des éclairs rapides d'une silhouette grise. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, alors j'ai commencé à reculer vers la maison. J'entendais des bruissements dans la brise. Ça semblait se diriger vers moi, et j'ai pointé mon fusil dans cette direction. J'avais 10 cartouches pour me défendre avant de devoir saisir mon pistolet si quelque chose arrivait. Le bruissement s'est arrêté. Je ne pouvais toujours rien voir. J'étais à mi-chemin entre le porche et les arbres. Le temps semblait arrêté. J'avais l'impression d'y être resté des heures. Je me suis retourné et j'ai couru, entendant quelque chose surgir des broussailles derrière moi. J'ai atteint la porte arrière, je l'ai ouverte d'un coup, peinant à reprendre mon souffle à cause de toutes ces années de tabagisme. Garrett et Oscar s'étaient réveillés. Le service de Garrett commençait bientôt, et je leur ai raconté ce qui s'était passé, et ils m'ont dit d'aller m'allonger un moment. À mon réveil, nous sommes restés assis jusqu'à l'aube. Je me suis allongé sur le canapé et j'ai somnolé un peu, puis Garrett m'a rapidement réveillé en me secouant. Il a paniqué, il faut y aller maintenant. Oscar est sorti il y a une demi-heure et il n'est toujours pas revenu. À moitié endormi, j'ai mis du temps à réaliser. Oscar est parti, ai-je demandé, tentant de comprendre. Je me suis redressé et lui ai demandé d'expliquer. Nous avons entendu les vaches dehors, d'abord agacées, puis effrayées. Certaines ont franchi la clôture. Oscar a vérifié ce qui les avait effrayées et m'a dit d'appeler la police s'ils ne revenaient pas. À ce moment, je lasserai mes bottes. J'ai dit « oublie ». Oscar est notre frère, on ne peut pas l'abandonner. Allons le chercher. J'ai accepté sans hésiter. Nous avons pris tout notre arsenal et nous sommes sortis, avons verrouillé la porte derrière nous et j'ai pu voir l'endroit dans la clôture où les vaches étaient empassées. Nous avons traversé la route pour entrer dans le pâturage. Ce pâturage est immense. Une partie n'est au que de l'herbe, mais il y a aussi de petits étangs, et la majeure partie est une forêt. Forêt plate. Le genre où il n'y a pas beaucoup de sous-bois et où les arbres sont plus espacés. Un lieu idéal pour le bétail et la chasse. Si je devais deviner, je dirais au moins 200 acres, barrés chassés aussi sur les terres de 7 agriculteurs. Il ouvrait la marche quand nous avons entendu une longue rafale de coups de feu, suivie d'une courte pause puis de 9 autres tirs. C'était clairement Oscar qui vidait son arme, attrapait son pistolet et le vidait aussi. Nous avons couru par là, même si c'était loin. Nous avons atteint la zone boisée et appelé Oscar. Nous avons continué vers la source des coups de feu, la panique grandissant à chaque instant. Garrett perdait son sang-froid et j'étais presque aussi agité. Il a soudainement tiré un coup de feu et s'est mis à sprinter. « Le voilà, ça doit être lui !» criait-il. Je me suis lancé à sa poursuite, mais j'avais du mal à le suivre. « Ralentis !» ai-je crié, essayant de le faire écouter. « On doit rester ensemble. » Mais il n'a pas écouté. Sa lampe oscillait dans tous les sens pendant qu'il courait et je continuais long à le suivre. J'ai glissé dans une flaque de boue et j'en ai eu plein la bouche. Je levai les yeux juste au moment où je reprenais de mes esprits. En levant les yeux, j'ai aperçu une silhouette à une quinzaine de mètres. Ça ressemblait à un grand berger allemand sur ses pattes arrière. Ses oreilles s'étaient été dressées. Et son museau en aurait dit qu'il pointait dans une direction différente.
J'ai baissé les yeux et j'ai vu qu'il n'avait pas de pattes avant, mais ce qui ressemblait à des bras avec des mains et des doigts terminés par des griffes. Il semblait recouvert d'une fourrure grise et emmêlée, mais ce qui ressortait le plus, c'était ses yeux jaunes perçants. Je l'ai vu s'enfuir dans la direction où Gareth allait, alors je me suis rapidement levé et je me suis lancé à sa poursuite. Si Gareth était en danger, je devais agir. J'ai couru, entendu des tirs, puis vu la lumière de Gareth au loin. Il a cessé de tirer et j'ai vu la lumière au sol, comme s'il rechargeait. J'ai crié et je lui ai demandé s'il l'avait vu. Il a regardé et a remarqué Oscar par terre, le dos contre un arbre, et lui a demandé s'il allait bien. Il a dit « il est inconscient. On doit le ramener à la maison ». Nous l'avons soulevé ensemble, passé un bras autour des épaules, et sommes rentrés à la maison. Nous avons senti, nous savions, devrais-je dire, que nous étions observés. Nous pouvions entendre des mouvements quand nous bougions, et ça s'arrêtait quand nous nous arrêtions. J'ai dégainé mon pistolet et allumé la lampe fixée dessus. Mes yeux brûlaient à cause de la sueur. Gareth et moi étions essoufflés et il nous restait encore du chemin. Après 20 minutes de marche, Oscar s'est réveillé. Nous nous sommes arrêtés pour l'interroger, mais elle a été interrompue par le craquement d'une branche. Gareth et moi avons braqué nos lampes et aperçu l'éclair gris familier à la limite de la lumière. Je me suis tourné et j'ai tiré 3 fois. Nous avons entendu un grognement et le bruit de quelque chose de gros fuyant, puis nous sommes partis en courant. Si j'avais gardé la notion du temps et de la direction, nous aurions quitté la lisière en 10 minutes et vu la lumière de la maison. Heureusement, j'avais raison. Nous avons couru à travers le pâturage, franchi la clôture, traversé la rue et j'ai demandé à Oscar d'ouvrir la porte. Il n'a pas trouvé les clés. Alors nous avons essayé la fenêtre. Nous sommes allés à l'arrière de la maison et nous avons réussi à retirer la climatisation d'une fenêtre, par laquelle Oscar est ensuite passé. Il nous a laissé entrer et le reste de la nuit s'est déroulé sans incident. Le lendemain, nous avons parlé au propriétaire du pâturage. Il a retrouvé 3 vaches mortes et en partie dévorées. Il a également trouvé une traînée de sang menant vers la zone boisée, qui allait vers la maison puis dans la direction opposée jusqu'à la limite de sa propriété. Il a aussi trouvé les clés d'Oscar là où il avait été assommé et retrouvé. Le fermier a dit que la trace de sang allait jusqu'au terrain d'un vieil ermite vivant dans une caravane en forêt. Il ne sort jamais, ses proches lui apportent à manger. On dit qu'il s'est intéressé à l'occulte jeune. Nous avons tout raconté au fermier, mais il ne nous a pas cru, pensant que nous avions vu une meute de coyotes ou de chiens sauvages. Alors qu'est-ce que ça pouvait être ? Était-ce un cryptide ressemblant à un loup-garou, un homme-chien ? Mon ami vit toujours dans la même maison et il n'a rien vu ni entendu depuis. Mon père et moi étions à la chasse dans les Poconos. Mon père et moi étions assis dans une tour de chasse par un froid de canard quand nous avons entendu un vieux chant religieux en latin, chanté en groupe en marchant alignés. Ça se rapprochait de plus en plus jusqu'à ce qu'on voit du mouvement à environ 20 mètres devant nous, puis on a vu un groupe d'environ 10 à 30 personnes, toutes habillées en blanc et tenant des bougies, et ensuite environ 5 autres personnes avec des fusils et des carabines debout devant, derrière et sur les côtés. Nous les avons laissés passer et ils nous fixaient en marchant, mais c'était vraiment flippant. 10 minutes après leur passage, nous sommes allés à l'endroit où ils étaient. Il y avait de la neige. Et il n'y avait aucune trace de pas dans la neige, et à ce jour on ne sait toujours pas ce qu'on a vu. J'ai grandi dans une ferme et au lycée j'avais l'habitude de taquiner mes amis en me cachant pour qu'ils me cherchent. Un soir, un ami était chez moi et on attendait un autre gars. On le voit arriver, alors on s'est mis à courir pour se cacher. C'est drôle parce qu'ils doivent errer dans un endroit qu'ils ne connaissent pas en spa ou aller demander à mes parents qui leur disent « tant pis, il faudra la trouver ». C'est comme une partie de cache-cache forcée. Bref, ce soir-là, mon ami s'est caché dans un des bâtiments pendant que moi, je courais vers les arbres. Je me cachais sous des buissons et j'ai entendu une respiration, comme une respiration humaine. Aucun animal autour, j'ai tellement flippé que j'ai quitté ma cachette pour retrouver mon ami.
Je suis resté très mal à l'aise toute la nuit. À un moment donné dans la nuit, mon père a entendu quelque chose et il est sorti pour aller voir. Le matin, il a découvert qu'une de nos vaches avait été tuée et dépecée. Une fois, je promenais mon chien avec mon ami qui dit qu'il peut voir des esprits autour de certaines falaises, et nous avons pris un sentier envahi par la végétation. Il y avait un terrier de lapins et mon chien s'est arrêté. Il l'a fixé puis il s'est enfui. Nous avons alors entendu des bruits denses de grincements métalliques venant de ce trou et un sentiment de malaise m'a envahi. Mon ami a complètement paniqué et s'est enfui à toute vitesse. J'ai couru aussi. En rentrant, mon chien tremblait, en regardant par la fenêtre, tandis que mon ami et moi ignorions toujours ce que c'était. Quelques jours plus tard, il y a eu un glissement de terrain à cet endroit, faisant s'effondrer la falaise et tuant ou détruisant probablement ce qui s'y cachait. Peut-être que nous ne le saurons jamais. Je campais en Floride sur le sentier des Appalaches. Un groupe d'hommes à l'air dégénéré s'est approché de moi et a commencé à me crier dessus. Au début, surtout, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, mais au fur et à mesure que mon cerveau traitait lentement, j'ai fini par comprendre ce qui suit. On pourrait t'éventrer et personne n'entendrait tes cris, puis ils ont commencé à pointer leurs fusils sur moi. Je me suis enfui dans le marais et j'ai entendu des coups de feu derrière moi et ils semblaient vraiment déçus de m'avoir raté. Je ne campe plus seul ni sans armes désormais. J'étais géologue de terrain dans l'Outback, à environ 12 heures au nord d'Adélaïde. Un jour, je conduisais le camion et j'ai vu ce qui ressemblait à un mât de drapeau planté au milieu de nulle part. N'étant pas près d'une ferme ou d'un lieu fréquenté, j'ai décidé d'y aller en voiture pour en savoir plus. C'était un chien mort, complètement empalé sur un pieu, de l'arrière jusqu'à la gueule. J'ai pris quelques photos et mon patron a appelé les flics, mais pour le reste de la mission, j'étais flippé à l'idée qu'un cinglé soit là dehors avec moi.